Bon, on continue sur le résultant. Donc on a vu que si on a deux polynômes à coefficient dans un anneau qui ont une racine en commune, alors le résultant des deux polynômes s'annule. Aujourd'hui, on va démontrer la réciproque sous de petites conditions. Alors je me place dans le cadre universel pour commencer. Donc soit f et g, deux polynômes universels. Donc je rappelle peut-être les notations. Donc f va être universel de degré m. Donc ça va être, nos polynômes vont être des polynômes en t. Donc le f, ça va être a0 t puissance m plus a1 t puissance m moins 1 jusqu'à a0. Et g va être universel de degré n, b0 tn plus b1 t puissance n moins 1 plus b0, pardon, c'est pas a0, c'est a indice m, et là c'est b indice n. On numérote les coefficients de telle façon que la somme de l'indice plus l'exposant soit toujours égale au degré du polynôme. Donc c'est des polynômes à coefficients dans z crochet a0, am, b0, bn, et c'est des polynômes en t. Donc c'est cet anneau de polynômes en t à coefficient dans un anneau compliqué qui lui-même est un anneau de polynômes en 1 plus n plus 2 indéterminé. Donc peut-être que je rappelons que le résultant universel res, que j'avais noté res de fg dans la première partie, le résultant universel, donc le résultant de f et g, le polynôme universel f et g, le résultant s'appelle le résultant universel de polynôme de degré m et n, et le déterminant de la matrice grand R qu'on obtient si on met les coefficients de f en la première ligne et on les répète n fois en décalant d'un cran. Ici, on a n fois, n lignes remplies des coefficients de f, en les décalant comme ça, un cran chaque fois. Et en dessous, on fait la même chose pour g. Et si on fait la chose bien, en fait, pardon, c'est pas un 0, le b0 à bn, en fait, le bn arrive pile sur la diagonale de la matrice. Les a0 sont sur la diagonale et les bn sont sur la diagonale. Et ici, on fait pareil, on répète un certain nombre de fois. Ici, on répète autant de fois que le degré de f. Donc, on a m lignes ici. Et on obtient une matrice carrée m plus n fois m plus n, dont on prend le déterminant. Et donc c'est un élément, dans l'anneau des coefficients. C'est donc un élément de z crochet A0 jusqu'à A indice m, B0 jusqu'à B indice n.
Alors, il y a deux choses que je dois signaler qui vont être utiles dans la suite. Donc ça, c'est un polynôme énorme, hein, parce que qu'est-ce que c'est? Le déterminant, on fait la formule des signes, c'est-à-dire, donc c'est la... De manière générale, rappelons que le déterminant d'une matrice, disons de coefficient MIJ, c'est la somme, si c'est une matrice, si M est une matrice, disons K fois K, le déterminant, qu'est-ce que c'est que le déterminant? Je fais la somme sur toutes les permutations de l'ensemble 1 à K. Je fais la somme sur le... OK. Je fais la somme sur toute la permutation sigma dans SK. Je fais le signe de sigma. Donc on note moins 1 puissance sigma pour le signe de la permutation. Ou si vous préférez, vous mettez le signe de sigma. J'aime bien la notation moins 1 puissance sigma. Et ensuite, vous avez les éléments M1 sigma de 1 jusqu'à M1 sigma de K. Donc ça veut dire que sur chaque ligne, on prend l'élément numéro, sur ligne 1, on prend l'élément sigma 1, en ligne 2, on prend l'élément dans la colonne sigma 2, etc. Et on prend le produit. Donc on prend le produit sur on prend le produit pour chaque permutation et on prend ensuite la somme sur toutes les permutations avec un signe. Bon, vous le connaissez. Si on applique ça ici, donc du coup, on voit que le résultat, c'est donc un polynôme en les AI et BI, on voit un monôme. Si je prends la permutation identité, je vois un monôme ici. Le monôme, vous voyez, qui apparaît, c'est A0 puissance n, B indice m, donc B indice n puissance m. Vous voyez, si je prends la permutation identité, j'obtiens ce monôme-là, et seulement pour la permutation identité. Parce que dès que j'ai une permutation non-identité, il va y avoir un monôme avec un A1 ou un A2, ou etc., ou un BI avec I strictement inférieur à n. Vous voyez, ce monôme apparaît dans ce développement uniquement si je prends la permutation unité. Donc ce monôme, je peux voir son coefficient c'est 1. Oui, ce résultant, c'est un polynôme énorme, bien sûr, mais je peux quand même voir un coefficient, le monôme A0 puissance n, Bn puissance m, apparaît avec coefficient égal à 1 dans le résultant universel. Ça, c'est une chose qui est claire. Une autre chose qui est claire, c'est que, vous voyez, ici, j'ai de AI. Le premier n facteurs de ce produit, c'est des choses qui viennent des premières n lignes. Et donc, c'est des produits de AI. Et après, ce qui vient après, ça ne fait pas intervenir de AI. Autrement dit, le résultant va être homogène de degré n en le AI. En A0 à M de degré n. Et à coefficient dans Z, crochet le BI. Je peux considérer ce polynôme comme coefficient en le AI, où les coefficients sont des polynômes en le BJ. Et on voit bien, avec le déterminant, que ce polynôme, en fait, est homogène dans ses coefficients, dans le coefficient de f, de degré n. Et de même, ce résultat universel est homogène
B0 à Bn de degré m comme polynôme à coefficient dans le Z crochet AI. D'accord? Ça, on va s'en servir pour démontrer que sous certaines conditions, si le résultat s'annule de deux polynômes, alors les polynômes ont une racine commune. On va le faire d'abord dans le cas universel quelque part. Comment ça va se formuler dans le cas universel? Alors d'abord, il faut donc se mettre dans une position où les polynômes universels se déploient complètement, se décomposent complètement. Ici, l'ennui, c'est que le polynôme universel, là, ce n'est pas des polynômes unitaires comme on avait auparavant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà inverser A0 et B0 pour pouvoir rendre les polynômes unitaires. Et là, on va pouvoir les décomposer en utilisant les polynômes symétriques élémentaires. Donc on se place, donc on souhaite décomposer f, les polynômes universels f et g complètement. Et on les considère dans... Donc ils étaient dans l'anneau A0 à AM, B0 à BN, crochet T. Mais je veux les rendre unitaires, pouvoir les rendre unitaires. Donc je vais inverser A0 et B0. Rendre A0 et B0, je peux le faire. Rendre d'abord A0 inversible et ensuite B0 inversible en localisant successivement. Mais évidemment, si je rends le produit A0, B0 inversible, leurs diviseurs A0 et B0 seront divisibles aussi. D'accord? Si je vous donne le droit d'écrire que des sixièmes, vous pouvez construire des demi et des tiers, n'est-ce pas? Ici, c'est la même idée. C'est que si j'ai le droit d'écrire la fraction 1 sur A0, B0, j'ai aussi 1 sur A0 parce que j'ai qu'à considérer B0 sur A0, B0. Donc, je vais plutôt écrire ça comme ça et je vais le considérer là-dedans. Du coup, A0 est inversible et B0 est inversible. Donc on a maintenant, donc je peux considérer 1 sur A0F et 1 sur B0G. C'est donc des polynômes A0 jusqu'à Bn, A0, B0 localisés. Ils sont unitaires. Ils sont unitaires, c'est des polynômes unitaires. Et donc je peux faire ce que j'ai vu, ce qu'on a fait dans le paragraphe sur les polynômes symétriques. Parce que vous voyez, l'anneau, leur coefficient, j'espère que c'est clair, hein, en fait, quels sont leurs coefficients? Bien sûr, il faut diviser tout le monde par A0, tous les coefficients par A0. Donc j'ai t puissance m ici, j'ai A1 sur A0, t puissance m moins 1. Et à la fin, j'ai A indice m sur A0. Et 1 sur B0G, c'est donc t puissance n, plus B1 sur B0, t puissance n moins 1. Plus Bn sur B0. On voit bien qu'ils sont unitaires. J'aurais voulu que ce soit des polynômes universels unitaires. Oui, ici, je n'ai pas un coefficient, mais ça ne fait rien
parce que, en fait, comme A0 est inversible, ça ne change rien si vous considérez l'anneau polynôme en A1 et AM ou en A1 divisé par A0, AM divisé par A0. Comme l'anneau, vous voyez, je peux maintenant mettre A0 de côté parce que c'est un P à part. En fait, ça c'est un autre polynôme, l'un autre polynôme. Je peux aussi le voir comme l'un autre polynôme avec un peu d'abus de notation. Pas tout à fait, mais en fait, il est aussi engendré par A1 sur A0 jusqu'à A. C'était AM, un indice M sur A0. Évidemment, on a une égalité de ces anneaux-là. Ça, c'est un autre polynôme. Elle est égale au sous-anneau, c'est l'anneau obtenu en adjoignant à ce sous-anneau ces éléments-là. C'est parce que A0 est inversible. Et en fait, je peux considérer ça, ce dernier, peut être considéré comme un autre polynôme. Ou les indéterminés, c'est le AI sur A0 pour I non nul. Pourquoi je fais ça? Ben, du coup, on peut identifier le AI sur A0 avec le sigma I, le polynôme symétrique élémentaire. Donc en identifiant AI sur A0 avec moins 1 puissance I, comme on fait toujours, sigma I. Mais je vais peut-être écrire, ici c'est le sigma I en les indéterminés, de nouvelles indéterminés, x1 à xm. Parce qu'on va aussi avoir le polynôme symétrique en y1 à yn tout à l'heure. Donc je les identifie avec des polynômes symétriques. Tant qu'à faire, je travaille sur cette anneau de base z crochet A0 localisé par A0, non, x1, xn. Et du coup, vous voyez, le polynôme 1 sur A0f, 1 sur A0f, qui est donc quelque part le polynôme unitaire universel, va se décomposer comme ça, t moins. Donc il y a t moins x1 produit t moins xm, comme précédemment. Et en multipliant par f, j'aurais obtenu la décomposition universelle de f. Alors la première égalité, c'est donc dans ZA0 xn localisé en A0. T, je vais l'écrire comme ça. On peut bien sûr changer, d'abord localiser en A0, ensuite rajouter les indéterminés x1, xn ou le faire après, ça ne change rien. Mais ici, c'est donc même, comme tout est intègre là, je peux même, si je chasse les dénominateurs, vous avez cette égalité-là, aussi dans cet anneau-là, mais ici, tout vit dans ZA0 x1, xn crochet t. Oui, donc j'aurai vraiment la décomposition, la factorisation de f, la décomposition complète de f dans cet anneau-là. Et on fait de même pour G. De même pour G, sauf que, évidemment, on ne va pas identifier BI. Ici, c'était pour I non nul. Hein. Bon, I nul, ici j'ai 1, là aussi j'ai 1, donc mais bon, ça ne sert à rien de faire cette identification, c'est déjà fait.
On fait la même pour G, sauf que G, on va l'exprimer, ces racines universelles, on va les écrire y1 jusqu'à yn. Et on obtient G égale B0, t moins y1 jusqu'à t moins yn dans Z, B0, Y1, Yn, localisé en B0, crochet T. Donc, comme on veut avoir tout le monde dans un même anneau, ces deux anneaux, je peux les mettre dans un anneau plus grand. Donc, du coup, on a donc, étoile et double étoile, ces égalités-là. Je veux avoir ça dans un seul anneau. On a ces égalités dans... On a ces égalités dans... On n'a qu'à considérer l'anneau... excusez-moi, ici, il n'y avait pas de localisation. Oui, ici, c'est la dernière ligne que je reprends. Je n'ai pas de localisation. Donc j'adjoins tout ce qu'il faut. Et on a cette décomposition-là. C'est vraiment comme on s'y attendait. On s'y attendait qu'on pouvait décomposer ces polynômes universels universellement dans cet anneau-là. Où on a ce rapport-là entre les coefficients. On a entre les coefficients et les racines. Voilà, c'est un peu de préparation. Maintenant, on est prêt pour l'énoncé. L'énoncé qui va nous servir à démontrer que quand le résultant est 0, alors deux polynômes possèdent une racine commune. Dans le cadre universel, ça va se formuler de manière bien plus précise. En fait, la proposition dit que le résultant universel, il se décompose ici. Il va avoir d'abord facteur A0 puissance n, B0 puissance m, juste le coefficient dominant à certaines puissances. Donc A0 à la puissance degré de G et B0 à la puissance degré de F. Et après, c'est le produit de xi moins yj. Le produit de toutes les différences xi moins yj. Vous voyez, la différence des racines universelles de F moins les racines universelles de G. Et donc ça, pour tout i et tout j, donc ça va être un produit, un double produit. I va de 1 à m et j va de 1 à n. Et on a cette égalité de polynômes dans l'anneau Z, crochet A0, B0, x1, xm, y1, yn. Ça, c'est la proposition qui va... D'ailleurs, là, vous voyez, dans le cadre générique, universel, on a donc effectivement, si f et g ont une racine en commun, disons, si x, pour un certain i et j, xi est égal à yj, j'ai bien le résultant. Non, ça, c'était l'implication facile. Si deux polynômes ont une racine en commun, le résultat va être 0, on le devine ici. Encore, réciproquement, si le résultat est égal à 0, moralement, xi est égal à yj. Sauf que c'est des indéterminés. Mais c'est vraiment comme ça que, universellement, on formule que deux polynômes ont une racine commune. C'est-à-dire que on peut mettre xi moins yj en facteur. Bon, bref, on va commencer par démontrer ça. Je vais commencer par démontrer que le résultant est divisible par tous ces facteurs-là. Donc, je prends I entre 1 et M, et J entre 1 et N. Et on considère le quotient... Je considère le quotient A0, B0, X1 à XM, Y1 à YN. Je vais quotienter par XI
moins YJ. Je vais démontrer que le résultant est divisible par XI moins YJ. Comment je fais? Ben, on sait maintenant en algèbre, on ne va pas... J'aurais peut-être pu écrire la division euclidienne en considérant tout comme polynôme en XI et dire que c'est degré 1, etc. Mais en algèbre, maintenant avec le quotient, on a un moyen plus facile de démontrer qu'un polynôme est divisible par quelqu'un. J'ai qu'à quotienter par l'idéal engendré par le polynôme que je veux démontrer diviseur. Et le polynôme dont je veux démontrer qu'il est divisible par ce polynôme diviseur, j'ai qu'à démontrer qu'il est 0 dans le quotient. Donc je considère le passage au quotient en quotientant par ça. Du coup, je peux aussi rajouter l'indéterminé t en envoyant t sur t. J'ai un morphisme comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter que les polynômes f et g qui vivent ici, f et g ont une racine en commune vue comme polynôme à coefficient ici, vue comme polynôme ici. Hein. Vous voyez, ici j'ai f et g, ils vont s'envoyer sur des polynômes, disons f bar et g bar. Mais dans cet anneau-là, xi est égal à yj. Et comme f, c'est grosso modo le produit de t moins xi, et g, c'est grosso modo un coefficient près le produit de t moins yj, vous voyez, f bar et g bar ont une racine commune ici. Car la classe de xi est égale à la classe de yj dans l'anneau de coefficient à droite. Ça veut dire que le résultant pris ici est 0. On a vu que si deux polynômes de degré m et n là, ont une racine commune, alors le résultant est égal à 0. Donc le résultant de f bar et g bar est égal à 0. Mais c'est quoi le résultant de f bar et g bar? Le résultant de f bar et g bar, c'est par définition, pas tout à fait par définition, mais on l'a vu, on peut aussi d'abord calculer le résultant universel, le résultant f de g, et prendre sa classe. Vous voyez, et donc j'ai démontré que la classe du résultant universel est égale à 0 quand je passe au quotient. Du coup, le polynôme xi moins yj divise le résultant universel dans l'anneau où on travaille, dans cet anneau-là. Mais ça, c'est un anneau de polynôme. Il est factoriel. On l'a démontré que ce genre d'anneau de polynôme est factoriel. On a vu ça au paragraphe, anneau factoriel. Ces éléments, bien sûr, ils sont irréductibles. Hein, ils sont de degré 1 en xi, par exemple. Ça suffit pour voir qu'ils sont irréductibles. Avec le lemme de Gauss, ils sont aussi continu 1 dans une situation favorable. Bon, bref, il faut remarquer qu'ils sont irréductibles et non associés 2 à 2. xi moins yj, où i maintenant parcourt. Là, j'avais i et j étaient fixés. Maintenant, ça c'est vrai, quel que soit i et j. Donc, j'ai que toutes ces différences xi moins yj, pour i va de 1 à m et j va de 1 à n, divisent les résultants. Donc, comme ils sont irréductibles et non associés, leur produit divise le résultant. C'est déjà pas mal.
Donc I et J vont de 1 à M et N respectivement. XI moins YJ divise le résultant. Dans Z à 0, B0, X1 à XM, Y1 à YN. Ça suffit déjà pour démontrer en fait que si le résultat est nul dans des conditions favorables, non, qu'est-ce que ça suffit? Non, ça suffit pas. Non, ça suffit pas de démontrer que si le résultat est nul, alors l'une des deux coefficients, le polynôme, on a racine en commun. On va plus loin. On va voir de plus que A0 puissance M et B0 puissance N divisent aussi le résultant. Ah oui, ça c'est facile. Hein. Donc F c'était A0. Oui, F c'est A0. T puissance M plus A1 sur A0, T puissance M moins 1, etc. Plus AM sur A0. Et ça, c'était donc A0 que multiplie T plus sigma 1 en X1 à XM, hein, vous avez compris, Tm moins 1. Oh, il y a un signe aussi, il ne faut pas oublier le signe. Vous voyez, en fait, si j'écris F, si je multiplie tout par A0, je constate que tous les coefficients de F quand je l'écris comme polynôme à coefficient dans A0, X1, Xm, en T, tous les coefficients sont divisibles par A0. Et ça veut dire que dans le résultant, vous avez toutes les premières n lignes, vous pouvez mettre A0 en facteur. Donc on en déduit que A0 puissance n divise le résultant. D'accord? Et de même, B0 puissance m divise le résultant. Et comme ça, c'est encore des irréductibles, bien sûr, dans l'anneau ici, qui sont pas associés à xi moins yj. On en déduit que A0 puissance n, B0 puissance m, que multiplie le produit de xi moins yj, divise le résultant. Toujours dans l'anneau qui nous concerne, qui nous intéresse. Je vais l'appeler peut-être P pour ce produit-là. On veut démontrer que P est égal au résultant. Je vais réécrire, on peut réécrire. Maintenant, je vais utiliser que je connais les propriétés d'homogénéité du résultat. On a dit qu'il est homogène en les AI de degré m et homogène en les BI de degré n. Si je peux démontrer la même chose pour P, je sais que P va être juste un entier fois le résultat. S'ils ont le même degré d'homogénéité, on va avoir quelque chose d'intéressant. Je vais donc réécrire P. Oui. Je vais peut-être être un peu plus précis ici. I égale à 1 à M,
J va de 1 à n, xi moins yj. Par exemple, dans un premier temps, je vais rentrer B0 à travers ce produit-là. Ici, j'ai m facteurs, là j'ai pile B0 puissance m, donc ça me fait B0 que multiplie J va de 1 à n, xi moins yj. Vous voyez, ça c'est pile G évalué en xi ici. Parce que ici, i est fixe dans cette expression-là, i est fixe. Si j'avais écrit ici au lieu de xi, j'ai écrit t, vous allez me dire, ah ça c'est G. Ça c'est G, c'est le polynôme G en t. Mais ici, j'ai remplacé t par xi. Donc en fait, c'est G de xi. Donc P est égal à ça. D'ailleurs, c'est une formule que j'aurais dû mettre aussi dans l'énoncé, j'ai oublié. Donc je vais l'encadrer parce que c'est une formule qu'on va utiliser aussi plus tard. C'est un résultat intermédiaire dans la démonstration que j'aurais dû sortir dans l'énoncé. Je n'ai pas bien regardé mes notes. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Ça, c'est une égalité. Vous voyez ici, a priori, c'est des polynômes à coefficient ici, mais en fait, là, j'ai chassé les yi et je les remplacé par des bi, par des bj. Donc, en fait, ça, c'est une égalité dans nos z a0 x1 xm et ensuite b0 abn. Vous voyez, j'ai cette égalité-là. Il est vrai ici, mais comme il est vrai dans cet anneau-là, c'est là où on l'a dérivé, mais comme ça, c'est un sous-anneau de celui-là, et comme les deux membres, oui, cet élément-là est évidemment un élément de cet anneau-là. Donc on a que P est dans cet anneau et qu'on a cette égalité. Parce qu'a priori, ce n'était pas clair que P est aussi un polynôme ici. Donc on a P dans cet anneau-là et on a cette égalité-là. Et de même, on peut le faire pour le A0, mais ça coûte un coefficient. Parce que, vous voyez, je peux... Du coup, je vais prendre le produit ici dans un sens inverse. Donc, je vais prendre le produit J va de 1 à N, I va de 1 à M, toujours XI moins YJ. Maintenant, j'ai tout préparé pour passer le A0 à travers du premier produit. J'en profite pour ici écrire quelque chose moins le XI, parce que c'est F qui se présente comme ça. Donc, je vais inverser tous les facteurs. J'ai ici m fois n facteurs, donc ça me coûte un signe moins 1 puissance mn. Je garde B0m, j'ai le produit J va de 1 à n, de A0 que multiplie le produit I va de 1 à m, YJ moins XI. Vous voyez, c'est donc moins 1 puissance mn, B0 puissance m, produit J va de 1 à n. Ici, si j'avais t au lieu de y indice j, j'avais le polynôme f. Donc j'ai remplacé t par y indice j, donc j'ai f évalué en yj. Donc on a p égale ça, c'est une autre formule que j'aurais dû mettre dans l'énoncé que je suis en train de démontrer. Mais je vais mettre encadré, comme ça on peut s'en servir plus tard. On a ça. Et ça, c'est donc ici, le second membre vit dans l'anneau Z. J'ai plus de xi ici, vous voyez. J'ai f, ce coefficient, c'est A0 jusqu'à AM. J'ai un B0 et je l'évalue en Y1 jusqu'à Yn. Donc je suis dans cet anneau-là.
Donc P, il vit dans cet anneau-là. Et il vit dans cet anneau-là. Vous voyez? Donc il est dans l'intersection. Et quelle est l'intersection? L'intersection de ces deux sous-anneaux du grand anneau qu'on a considéré, c'est bien sûr l'anneau A0 à AM, B0 à BN. Là où vit aussi le résultant universel. Et de plus, si vous regardez bien ces écritures, ici les coefficients de G, c'est B0 puissance 1, B1 puissance 1, etc. jusqu'à Bn puissance 1. Donc ce facteur-là est homogène en B0 à Bn de degré 1. Donc si je prends m fois, je prends m facteurs de ce type-là, vous voyez, ça va être homogène en B0 à Bn de degré m. Tout comme le résultant. Et de même, en utilisant cette écriture-là, est homogène en A0 à AM de degré n. Tout comme le résultant. Donc vous avez deux polynômes énormes dans cet anneau-là. Ils sont homogènes, bi-homogènes, disons. Si je considère un coefficient là-dedans et que ça soit les indéterminés, c'est homogène de degré m. Si je considère un coefficient dans la BJ et en les indéterminés A0 à m, il est homogène de degré n, il n'est pas difficile de voir que du coup, le résultant est P et ne diffère qu'un entier, un facteur multiplicatif qui est un entier. Du coup, P, c'est une constante fois le résultant. Ou C, c'est un... Pourquoi c'est ça? Disons que... Ah oui. Pas tout à fait ça. C'est un multiple du résultant, c'est multiple égale P. Donc disons, je peux toujours me ramener à un nombre rationnel. Où C, c'est un nombre... Où C est un nombre rationnel a priori. Je vais écrire ça dans Q. A0, AM, B0, Bn. Pour simplifier un peu. De toute façon, on va démontrer que C est égal à 1. Justement, en regardant le monôme que je connais. Le monôme A0 puissance, c'était quoi? A0 puissance n, B, m puissance m. C'était bien celui-là. Dont on connaît en Bn puissance m, apparaît avec un coefficient 1 dans le résultant. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Apparaît avec coefficient 1 dans le résultant. Mais il apparaît aussi avec coefficient 1 dans P. J'ai qu'à écrire P. Ce que je viens d'effacer, on peut le faire là aussi. Je pense. Oui, on peut le faire là aussi, mais c'est plus compliqué. Alors, il y a des signes sinon. Alors, je rappelle que P, c'était quoi? P, c'est A0 puissance n, produit G de xi. I va de 1 à m. On cherche le monôme A0 Bn puissance m. Vous voyez, si je développe ça, A0 puissance n, j'ai un grand produit, le produit xi partout, mais ce qui m'intéresse, c'est en quelque sorte le tout dernier terme dans ce développement, c'est-à-dire ici, quelque part, le terme constant, c'est b indice n, xi puissance 0. Vous voyez? G, c'est le polynôme b0 t puissance n plus, etc., jusqu'à b indice n. Vous voyez? Si je substitue en xi et je fais ce produit-là, si je développe tout,
et j'écris ça dans un ordre naturel, à la fin, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici un plus Bn puissance m. Et cette puissance de Bn n'intervient pas dans le terme précédent. C'est de puissance inférieure de B indice n. Je n'écris pas le reste. Oui, A0 puissance n, Bn puissance m apparaît aussi avec coefficient 1 dans P. Et du coup, ici, C est égal à 1. Et ça termine la démonstration. D'accord? C'est un bel exemple où on utilise la factorialité d'un autre polynôme à coefficient dans Z. De manière non triviale. Hein. Donc le corollaire, c'est comment on peut spécialiser maintenant sur des polynômes explicites. Donc soit A en anneau. Et F et G dans A crochet T. Des polynômes de degré M et N respectivement. Alors, je suppose qu'il existe un anneau B contenant A comme sous-anneau dans lequel il se décompose complètement comme précédemment. Ce n'est pas une algèbre de décomposition parce que ce n'est pas des polynômes unitaires. Mais bon, on aurait pu appeler ça une algèbre de décomposition. Supposons qu'il existe un anneau B contenant A comme sous-anneau. Tel que, donc F, ça va être A0, T moins X1, T moins XM, et G égale B0, T moins Y1, T moins YN. Dans B crochet T. On a une instance explicite de la décomposition universelle de tout à l'heure. Alors, le résultant F et G, qui est un élément de A, ce n'est rien d'autre que ce que j'ai écrit tout à l'heure, sauf que je remplace les majuscules par des minuscules. Donc c'est A0 puissance N, B0 puissance M, produit I va de 1 à M, produit J va de 1 à N, XI moins YJ. Dans A. Bon, c'est une application directe du résultat précédent. J'ai qu'à considérer, comme toujours, hein, le morphisme d'anneau de Z crochet A0 jusqu'à Bn dans A qui en va. Ou peut-être mieux encore, c'est de considérer une démonstration. Évidemment, il faut aussi les XI, évaluer les XI et les YI, donc il faut considérer le bon morphisme d'évaluation. On a vu ça beaucoup de fois, on a vu ça souvent, donc je ne vais pas l'écrire. A0, X1, AXM, oups, B0, Y1, YN, dans A, qui envoie ces lettres majuscules sur leur copain minuscule dans A. Et tout fonctionne après, par morphisme d'anneau. On a vu ça très souvent, donc je pense que ça...
Et peut-être qu'il faut, à un moment donné, même associer t ici, hein, pour aussi, en envoyant t sur t, j'ai aussi des images de polynômes universels f et g. Donc les polynômes universels f et g majuscules vont être envoyés sur des polynômes petit f, petit g, et tout roule par morphisme d'anneau. Alors, est-ce que ça existe, ou quand est-ce que ça existe, un tel anneau? Ben, ça existe si je peux inverser A0 et B0 sans perdre trop d'informations. Et ça veut dire que je veux qu'en inversant A0 et B0, A se plonge comme sous-anneau dans la localisation, et donc ça existe si A0 et B0 sont réguliers. Hein. Donc, remarque, un tel B existe si A0 et B0 sont réguliers dans A. Si ce n'est pas de diviser de 0, je peux inverser A0 et B0 et trouver, agrandir l'anneau A, trouver A comme sous-anneau de A', dans lequel A0 et B0 sont inversibles, et du coup, je peux rendre F et G unitaires et appliquer la construction de l'algèbre de décomposition. Donc le corollaire de ce corollaire, c'est que si jamais un tel B existe avec B intègre, si on peut trouver un anneau intègre, si de plus, je vais le formuler un peu en successif, en gardant la même notion, si de plus il existe un tel B intègre, ce qui n'est pas forcément gagné, hein. Déjà A peut ne pas être intègre. S'il existe un tel B intègre, alors on a donc la réciproque comme on entendait. Alors, oui, si le résultant est 0, alors forcément, comme on suppose que f et g sont de degré m et n, ça c'est des éléments non nuls de l'anneau. Si le résultant est nul, forcément l'un des facteurs est nul, et donc il y a une racine en commune. Alors, résultant f et g égale 0 implique f et g ont racine commune dans B. Forcément, l'un des facteurs ici est 0. Comme ce n'est pas A0 ni B0, ça va être l'un de ces facteurs-là. Et donc, il y a un I et un J, xi égale yj, c'est-à-dire que f et g ont une racine en commun dans B. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on voulait démontrer. Bon, peut-être que c'est un bon moment. Je n'ai pas tout à fait fini. Après, en troisième partie, je vais faire le lien entre le résultant et les discriminants. Mais on va faire une petite pause d'abord. Merci.